Et maintenant que nous avions compris la sémiologie psychiatrique de la schizophrénie, passons au diagnostic. Quand poser le diagnostic de schizophrénie? Pour poser ce diagnostic, il existe un certain nombre de critères énumérés dans le DSM-5. Donc, pour poser ce diagnostic, il faut premièrement une association d'au moins 2 syndromes parmi les syndromes cités dans la sémiologie psychiatrique de la schizo, entre autres les syndromes positifs, négatifs et des désorganisations. Ces 2 syndromes au moins doivent être là dans une proportion significative de temps au cours d'une période d'1 mois. Il s'agit des signes ou syndromes, bien sûr, de la phase active. Mais je signale que si un traitement efficace est instauré bien avant, ces syndromes ne pourront peut-être que durer moins d'1 mois. Néanmoins, là, on sait que le patient est sous traitement. Et déjà, ces syndromes vont engendrer, bien sûr, plusieurs difficultés, notamment dans les domaines comme le travail, les relations interpersonnelles ou les soins personnels ou hygiène. Et donc, le deuxième critère impliquerait que ces difficultés persistent pendant au moins 6 mois. Donc, depuis que la personne est malade, il y a des difficultés, bien sûr, parce qu'il y a un patient qui hallucine, qui délire, tout ça, il ne peut que avoir de problèmes ou créer des problèmes dans les milieux social ou professionnel. Donc le fonctionnement va bel et bien changer par rapport à l'état où il était avant d'être malade. Mais ces difficultés doivent persister pendant au moins 6 mois. Parce que si ces difficultés disparaissaient dans moins d'1 mois, on ne va pas parler de la schizophrénie, mais on va plutôt parler des troubles psychotiques brefs. Et par contre, si elles persistent pendant 1 à 6 mois, on ne parle pas non plus de la schizophrénie. On parle des troubles schizophréniformes. Les deux ici, troubles psychotiques brefs et les troubles schizophréniformes, font partie des troubles du spectre de la schizophrénie. On va continuer avec d'autres troubles de ce spectre par après. Le troisième critère impliquerait que les répercussions de ce trouble dans la manière de fonctionner dans la société ou dans le travail doivent être là depuis le début de la maladie. C'est-à-dire depuis que la personne a présenté les premiers syndromes, directement on doit aussi voir les difficultés ou les répercussions fonctionnelles au niveau socio-professionnel. Et enfin, il faut exclure tout autre diagnostic différentiel, que ce soit psychiatrique ou non, parce qu'il peut aussi s'agir d'autres choses, peut-être un problème neurologique ou autre trouble psychiatrique, qu'il faudra alors très bien exclure avant de poser le diagnostic de la schizophrénie. Voilà, si vous maîtrisez ces critères, alors vous pouvez facilement poser le diagnostic de la schizophrénie. La présentation clinique des patients atteints de schizophrénie n'est pas toujours la même. Il existe donc plusieurs formes cliniques que je vais ici séparer selon les symptômes ou la présentation clinique dominante, selon le mode de début et selon l'âge. Mais déjà, je signale que la classification actuelle du référentiel du Collège national universitaire de psychiatrie ne tient pas compte de la présentation clinique prédominante ou majeure, mais classifie ces formes selon le mode de début et selon l'âge. Mais par contre, dans le DSM-5, aucune de ces classifications n'est utilisée. Mais moi, je donne le tout. Je donne la classification selon la présentation clinique dominante
en guise d'information parce qu'en pratique, on peut quand même encore la retrouver. Je vais donner aussi la classification du référentiel des collèges national universitaires de psychiatrie parce que là-dedans, ça nous donne d'autres informations vraiment à tirer nécessaires. Et voilà. Anciennement, la classification selon ce que présentent les patients. C'est-à-dire, si la clinique du patient est dominée par les délires et les hallucinations, on parlait de la forme paranoïde. Si la clinique est prédominée par les syndromes de désorganisation, on parlait de la forme désorganisée ou hébéphrénique. Si la clinique était associée à une perturbation psychomotrice comme l'immobilité, l'agitation, la stéréotypie, on parlait de la forme catatonique. Quand la clinique mélangeait les symptômes sans prédominance d'un type, on parlait de la forme indifférenciée. Mais par contre, la forme évolutive qui venait après la phase aiguë, qui était prédominée par les symptômes négatifs, était appelée la forme résiduelle. Voilà. Maintenant, actuellement, selon le Collège national universitaire de psychiatrie, on a les formes cliniques selon le mode des débuts. Et là, nous aurons la schizophrénie à début aigu et à début insidieux ou progressif. La schizophrénie à début aigu, c'est des types bouffées délirantes aiguës ou épisodes thymiques atypiques. Au niveau de la clinique, on voit que c'est prédominé par les syndromes positifs et des désorganisations. Les syndromes négatifs deviendront plus apparents au décours de l'épisode. C'est à début aigu, mais les signes prodromiques peuvent avoir été là plusieurs années avant. Mais ces signes sont peu spécifiques. Ça peut être difficultés de concentration, malaise, fatigue, ainsi de suite. On dit que la schizophrénie à début aigu est souvent de bons pronostics parce que l'apparition des signes est brutale et on peut facilement les gérer. Alors que la schizophrénie à début insidieux ou progressif, le diagnostic est souvent porté tardivement, retardant ainsi l'accès aux soins et ce qui n'aide pas dans le pronostic. Cliniquement, au premier plan, on retrouve un retrait social qui est progressif. Un désintérêt peut-être aux activités sportives, ainsi de suite, qui lui plaisait avant, mais de manière très progressive. Voilà. La classification selon l'âge tient compte d'abord de la tranche normale, qui est de 15 à 25 ans, comme nous en avions parlé dans l'épidémiologie. Quelquefois de 18 à 25 ans. Mais ici, si la schizophrénie survenait avant l'âge de 13 ans, on parle de la forme très précoce. Quand elle survient avant l'âge de 18 ans, on parle de la forme précoce. Quand elle survient après 35 ans, on parle de la forme tardive. Ici, c'est quand même intéressant parce que ça peut nous aider à sortir les pronostics. Si le début est très précoce ou précoce, souvent c'est des mauvais pronostics, car c'est associé à une plus grande sévérité des symptômes négatifs et à un déclin marqué des fonctions cognitives. Mais aussi c'est souvent lié à des anomalies du neurodéveloppement. Dans la tranche normale, le pronostic est intermédiaire. Dans la forme tardive, le pronostic est souvent meilleur, car les fonctionnements sociaux et professionnels ont souvent eu le temps de se stabiliser avant la maladie. Et elle est marquée beaucoup plus par les symptômes positifs que des désorganisations ou négatifs, ainsi pas compliqué à gérer.
Voilà ce qu'il fallait savoir sur les formes cliniques. Et donc, merci de nous avoir suivis. Si vous n'aviez pas encore regardé l'épisode 1, je vous conseillerais de le faire pour mieux comprendre cet épisode. Et on ne se limite pas là, rendez-vous pour l'épisode 3. Là, nous allons aborder les diagnostics différentiels et nous parlerons bel et bien sûr du traitement. Merci et bonne suite de temps.